Bonjour à tous. Après avoir écouté ce matin l'interview d'Ivan par Jean Gaspard et sur les questions de Yann, on va cet après-midi essayer de faire le point. C'est un peu plus, sa géométrie est un peu variable sur la photographie tchèque contemporaine. Ce qu'on a vu ce matin, c'est que il y a quand même quelque chose qui est typiquement tchèque dans les influences, même si je crois Ivan n'en a pas tellement parlé. Et c'est d'autant plus, si je vous ai distribué cette feuille de la bibliographie du Musée d'Art moderne, c'est parce que justement on voit bien qu'il y a une photographie tchèque qui est identifiée comme telle au musée, indépendamment des monographies, qui montre bien une importance de la photographie tchèque dans l'histoire de la photographie contemporaine, même si la plupart de ces livres se réfèrent à peu près jusque dans les années 2000. Nous allons revenir un peu sur cette historicité, je pense, avec Michel Létayer. Donc, je ne sais pas si je refais les présentations. Voilà, François Saint-Pierre, qui vient de Lectoure, qui nous honore de sa présence pour témoigner un petit peu de cette création contemporaine tchèque qu'il a montrée là-bas. Michel Létayer, qui œuvrait en République tchèque, en Tchécoslovaquie, du temps. République démocratique. Voilà. Et donc, socialiste. Une vision, l'intérêt, c'est qu'il a une vision, effectivement, d'un Français au moment où les choses bougeaient là-bas, et donc où il y avait de nouvelles perspectives pour les artistes. Et c'est justement cette question de perspective qu'on va examiner un peu. Ivan, qui est notre invité principal, donc Jean Gaspard, qui vient du centre tchèque de Paris et qui participe au débat tout en faisant une excellente traduction. Et donc Yann, qui est un jeune photographe, assistant d'Ivan. Et enfin, Michael Pospisil, du centre tchèque de Paris, qui était le médiateur par rapport à cette exposition et qui a collaboré avec Sylvie Italien pour la faire parvenir jusqu'à nous et faire parvenir venir Ivan. Voilà. Après ce tour de table, donc, je lance un peu le débat là-dessus. S'il y a effectivement une photographie tchèque identifiée, comment cela se fait-il? Comment se fait-il qu'un public français identifie ce mode, ce style, cette couleur de photographie? Et je passe la parole d'abord à François Saint-Pierre, puisqu'il a cette expérience de lecture. Oui, alors moi, c'est pas une expérience, je dirais, délibérée ou consciente d'essayer de savoir s'il y a une particularité de la photographie tchèque au départ. C'est juste, je dirais, un concours de circonstances qui a fait que lorsque j'ai créé, avec quelques amis, d'abord l'association Arrêt sur Image, qui a donné naissance ensuite au festival d'été photographique, puis au centre d'art qui s'appelait Centre de photographie. À ce moment-là, étant à la recherche quand même d'expositions, disons, un peu en dehors du circuit, un peu en dehors de ce qu'on montrait habituellement en France à l'époque, j'ai rencontré un galeriste toulousain, Joël Savary, que certains d'entre vous connaissent, et qui m'a montré un catalogue d'une exposition qui a été montrée à Bretigny et qui s'intitulait « De Prague et de Bohême ». Et il y avait donc une dizaine de photographes, je crois 9 exactement, qui étaient présentés dans cette exposition que je n'ai pas vue. Et parmi ces 9 photographes, il y avait Ivan Koutkava et Tono Stanley.
il y avait des textes signés de Anna Farova, Michel Métayer et Joël Savard. Donc tout est parti de là, en 88. Et donc moi j'ai beaucoup aimé le travail de Tono Stano, dont il y a quelques exemples que vous pouvez voir sur son site internet qui est là. Ça c'est une photographie par exemple qu'on a montrée à lecture, enfin, celles qui sont encore sur son site là. Alors, pourquoi ça marche pas voilà. Donc je trouve que c'est tout à fait typique de sa production de l'époque. Hein. Enfin, c'est pas très grand, mais ça va, vous voyez un peu quand même? Oui. Je vous en montre quelques-unes, enfin les caractéristiques. Alors là, je ne suis pas habitué à cet ordinateur, mais ça va aller quand même. C'est tout le début du site où on voit des choses. Il y a salle, par exemple. Donc ce sont des mises en scène avec un travail de la lumière très, très élaboré et je pense quand même une inspiration surréaliste. Je vais vous montrer la page 3. Il y a des choses voilà, qui m'avaient intéressé. Et alors donc Tono Stano est venu en 89 à Lectoure, avant la révolution de velours. Et c'est la première exposition qu'on a faite qui était vraiment une création, en ce sens qu'il avait choisi de tirer ses photographies en très grand format. Je ne sais plus combien ça faisait, peut-être 1,50 m, une photo carrée en général. Et elles étaient simplement suspendues par des fils de nylon entre les colonnes d'un monument lectourois qui s'appelle la Halle au Grain. Donc c'est une vraie installation. Tono a profité de sa présence à Lectoure pour... on a fait une espèce de résidence sauvage, il a fait des portraits des habitants de la ville, il a fait des nus, il a fait des natures mortes, et il m'a invité à venir à Prague l'hiver suivant. Quand je suis arrivé à Prague, c'était en mars 90, et bien entre-temps, il y avait eu la révolution, qui a eu lieu, vous le savez, en novembre-décembre 89, et j'ai pu rencontrer... toute la génération de ces photographes qui à l'époque étaient tout jeunes et sortaient de l'école FAMU, qui est l'école du film et de la photographie à Prague. L'école d'abord, je crois qu'on peut dire plutôt cinéma, mais cinéma et photo, hein, dont sont issus d'ailleurs des cinéastes importants comme Kusturica ou quelqu'un d'autre qui est encore plus connu et dont le nom échappe. Ou bien en photo, où est-ce que j'ai mis qu'est-ce qui peut m'aider là sur les cinéastes qui ont fait l'école FAMU? Milos Forman, voilà, Milos Forman. Voilà. Et donc moi j'ai rencontré des gens de la génération de Tono, de Ivan, qui sont nés dans les années 60. Il y avait aussi Gabina Farova, Peter Juklik, etc., etc. Et j'ai été très intéressé de découvrir cette génération qui, je pense qu'une des choses qui faisait déjà la photographie tchèque contemporaine, c'était qu'ils sortaient tous de la même école. Donc il y avait par exemple beaucoup de mise en scène, comme ici, beaucoup de surréalisme au sens, je dirais, correcteur, où on met on détourne des choses, on met ensemble des éléments qui n'ont rien à voir a priori, etc. Et puis j'ai aussi rencontré des photographes d'une autre génération. Donc il y avait à l'époque Dagmar Ochoa, qui était de reporter, ou bien Yann Saodek. Et Yann Saodek, je devais lui apporter de l'argent de la part d'une galeriste française pour des tirages qu'il avait vendus. Et je cherchais dans son HLM où il habitait, et j'ai trouvé il y avait une étiquette, un nom, c'était Dracula. Donc à tout hasard, j'ai sonné là, c'était effectivement Yann Saodek. Voilà, donc j'essaie de ne pas être trop long, ça va pour l'instant. L'été suivant, donc, sont venus à Lectoure pour le premier été photographique, c'est le premier festival, c'était la première année où on avait investi plusieurs lieux de la ville en même temps. Et il y avait un parcours qui était proposé. Donc Tono Stano a montré les photos qu'il avait faites l'année précédente
résidence, dans un magasin qui s'appelait, je me rappelle, Natacha Chaussures. Et il y avait aussi une coopérative, une agence qui s'était montée pour la Révolution de velours et qui réunissait tous ces jeunes photographes. Une agence qui s'appelait, vous excusez mon accent, mais Radost, hein, c'est ça, voilà. Qui a eu une vie très très éphémère, où on trouvait donc Tonneau et Gavina qui faisaient des portraits des acteurs de la Révolution. Si on a le temps, je vous le montrerai tout à l'heure, parce que je ne suis pas assez habile pour aller les chercher là. Et puis il y avait des reporters comme Yann Lindra, par exemple, qui ont montré, comme des reporters, la Révolution. Et on avait montré ça de manière très, comment dire, comme ça avait été fait, c'est-à-dire dans l'urgence, avec peu de moyens, donc ce n'était pas des beaux tirages encadrés, c'était des petits tirages vite faits, qu'on avait alignés comme ça sur les 6 mètres, sauf les portraits de Tonneau et de Gavina qui étaient des portraits présentés comme ça. Et il se trouve que la même année, donc pour cet été photographique, eh bien, on montrait aussi les autochromes de Léonide Andreev, donc on était toujours dans cette même région orientale de l'Europe. Léonide Andreev qui avait fait pratiquement les premiers autochromes, les premières photographies en couleur, de sa dacha lituanienne à l'époque de l'invention de ça. Il y avait une commande faite à 2 artistes, un couple d'artistes suisses qui était Gérald Minkoff et Muriel Olsen, et qui montrait, sous le titre Dégel Parfum, la fin du RSS. C'était le dernier hiver du RSS, et le printemps à Lecto. C'était cette association-là. Et puis, peu de temps après, on a présenté les photographies de Kazlauskas, qui étaient celles de la fin du régime communiste en Lituanie. Tout ce qui fait que les tours est né au moment de la chute du rideau de fer. Elle a été marquée par la fin du communisme en Europe de l'Est. Et que c'était symboliquement fort parce que ça ancrait dès le départ cette position de lecture d'une attention à l'histoire, au monde contemporain. Et il se trouve que par la suite, régulièrement, des photographes tchèques ont exposé avec Tours pendant toute la durée où j'étais moi-même directeur, puisque j'ai quitté mes fonctions donc, au mois d'août dernier. Et je vais vous rappeler, donc, en 95, on a présenté Yitka Sova. Alors, Laura devait m'aider à manager sur cet ordinateur, mais alors là, je suis. Ah ben voilà. Donc, je voudrais, Laura, tu t'assois et tu mets, et tu vais revenir au. Tu vois, à Yitka Sova, si tu peux. Sur le site. Non, c'est pas ce qu'il faut abandonner tout c'est ça. Et donc, Yitka Sova, c'était une Tchèque qui avait émigré. Non, c'est pas sur USB, c'est sur son site internet. Qui avait vécu en Allemagne et qui, au moment de la chute du mur, est retourné dans son village qui s'appelle Rokitnik et qui est un petit village de République tchèque et qui a fait un livre qui a été édité à Lectoure à l'époque, en 1995, et qui continue à montrer ce travail. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un très bon travail en couleur. On va essayer de vous en donner, grâce à Laura, quelques vues. C'est un travail très poétique de quelqu'un qui retourne dans son village dont elle avait été depuis le début. Ça marche pas? Ah si, on va appuyer sur. Voilà, il faudra appuyer là-dessus. Et donc, c'était quelque chose qui a suscité un intérêt particulier. Oui, il y avait des différences. Voilà, c'était comme sur un autre registre que Dono Stano ou Jean Armstrong. C'était, je voulais bien vous montrer, une espèce de singularité dans la poésie d'une photographie en couleur. Ça tarde, mais ça va arriver. Ensuite, en 99, alors on est parti dans carrément quelque chose d'autre qui n'était pas. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc sur le plan 3 ou 4, je crois qu'il faut cliquer carrément sur l'image. Non, il faut passer à la suivante. Normalement. Voilà, on peut recliquer.
c'est quelques exemples. En 99, Bohdan Milošević, alors là, il fait partie comment? Il fait partie de ce que j'appellerais moi ces photographes compulsifs, c'est-à-dire qu'ils ont toujours l'appareil avec eux et qui font des photos tout le temps, partout où ils sont. Et il avait fait une véritable performance avec Tours, puisqu'il arrive toujours, lui, avec une valise de tirage, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va montrer, et puis, pendant toute une semaine, il agence ses tirages, tout en vidant des bouteilles de rouge, et en invitant les visiteurs à partager avec lui le vin et le montage de l'exposition. C'est quelqu'un qui a été beaucoup soutenu et édité par une association qui s'appelle Wittegal, qui est une association bretonne fondée par Paul Cotin. En 2010, on a présenté un Suisse, mais qui est quand même d'origine tchèque, parce qu'il y a Juraj Kubiček. Par hasard, son travail est, je trouve, très, très singulier aussi, et on sent ce côté très, je ne sais pas quoi, il y a une espèce d'humour radical qu'on trouve aussi chez Tolostano, par exemple, et chez lui, où il photographiait à la fois les crématoriums, les bordels, les instituts de beauté, de la même manière, comme ça, il montrait la Suisse, c'est-à-dire des photos carrées, noir et blanc, très froides, cliniquement très froides. C'était assez étonnant. Et puis, il y a eu entre-temps, en 2006, une exposition dont Michel Métayer était commissaire, à l'initiative de Michel Métayer, qui était très très belle, c'était Jan Svoboda, dont Michel vous parlera tout à l'heure. Je crois bien que c'était la seule exposition, une très rare exposition en France de Jan Svoboda, qui est un grand artiste. Et pour finir, alors, bien en 2011, on a présenté l'exposition d'Ivan Minkava, qui était assez proche de celle qui est ici. Enfin, voilà, donc on voit bien que les Tchèques, finalement, à Lectoure, il y a eu une vingtaine d'Américains du Nord, et puis après, c'est les Tchèques. Il y a eu, je ne sais pas pourquoi, comme ça, il y a eu une 13 expositions de Tchèques. Très brièvement, ce qui m'a intéressé, où est-ce que je vois un peu la spécificité, peut-être, d'une certaine photographie tchèque qui n'est plus contemporaine, puisque à part Ivan, c'est des gens que j'ai exposés il y a longtemps, finalement. Il y a beaucoup d'humour, de dérision, de créativité, je trouve, peut-être puisé à l'époque dans un esprit de résistance, dans une radicalité, dans la clandestinité, dans la nécessité de réagir, de trouver un espace de liberté dans un état totalitaire. Je pense qu'il y avait ça, avec le fait que l'école à laquelle ils appartenaient était une école de résistance, je crois, avec sous l'égide de Madame Farova, de gens comme Václav Havel aussi, à l'école. Oui, pardon, excuse-moi. Et c'était juste à côté, en fait. La femme était juste à côté. Était juste à côté. Et je trouvais que c'était une scène artistique qui était donc riche et singulière et différente de ce qu'on pouvait voir en Europe occidentale. Et d'ailleurs, ce matin, on parlait de la tradition artistique. Elle n'est pas occidentale, elle est spécifiquement tchèque. On peut trouver. Ouais, bon, effectivement, chez Tolostano, par exemple, on lui-même dit qu'il doit beaucoup à, je ne sais pas comment prononcer, Dictol, ou Dolticol. Mais on peut voir aussi un petit peu chez lui de Man Ray, par exemple, une espèce d'érotisme joyeux, du surréalisme, etc. Enfin, il est un peu à part. Et puis je trouvais que cette photographie tchèque est également différente de celle d'autres pays d'Europe centrale, qu'on a pu exposer comme les Hongrois, les Roumains. Je dirais qu'il y a une proximité, moi je sens une proximité avec la Pologne, dont on a montré pas mal de photographes il y a 3 ans. Et en particulier, je trouve un rapport avec Lefschinski. Je ne sais pas si Ivan connaît Lefschinski. Je te demanderais bien, Ivan, de rebondir là, peut-être sur ton propos. Non, c'est bon. Je trouve qu'il y a l'importance, moi j'ai souligné ce matin, du théâtre, d'une formation théâtrale, de sensibilité théâtrale dans les mises en scène. Parce que les photographes font des mises en scène. Voilà, puis c'est bon. Oui. Je veux pas parler là. Pardon. Tellement l'occasion entre deux pour dire à toi. Ivan, juste peut-être une réaction sur cette
François vient de dire, parce que tu as l'impression d'avoir fait partie d'une génération de photographes par rapport à ces influences. Et qu'est-ce que tu en dirais de cette question d'influence? Parce qu'on a parlé ce matin du temps qui passe, effectivement aussi. Comment tu vois ça aujourd'hui? Možná k tomu, co bychom říct, tak samozřejmě generace fotografů, kteří tady byli především zmiňovaní, co se týká slovenské nové vlny, vlastně jsem studoval skutečně přímo s nimi, čili jsem tomu jakoby velmi blízko, ale předtím chtěl bych zdůraznit, že to je Československá republika a myslím si, že mezi mentalitou Čechů a Slováků je poměrně zásadní rozdíl. A myslím si, že to platí i o fotografii, že to gro slovenské nové vlny bylo poměrně trochu jiné, než gro vlastně jiných českých fotografů, kteří fotografovali poměrně ve stejné době. Asi. Peut-être ce que je peux dire par rapport à cette notion de génération, oui, c'est vrai que les principaux membres de ce qu'on est venu appeler la nouvelle vague slovaque, Tono Stano et les autres, j'ai en effet fait mes études avec eux, donc il y a une proximité, mais j'aimerais mettre l'accent sur le fait que nous vivions alors dans un pays qui s'appelait la Tchécoslovaquie, et la mentalité des Tchèques et des Slovaques, il y a une différence qui est une différence de taille, et en ce sens, je crois qu'il y a de nettes différences entre ce groupe de Slovaques qui étudie à Prague à ce moment-là et ce que pouvaient faire avec des moyens semblables et dans une vision semblable les Tchèques. Když pracovali o roli české fotografii, tak se skutečně myslím, že to je moment, který je blížší právě tím českým fotografiím. Zatímco tím slovenským fotografům já osobně spíš přišknu ten jistý humor, který je někdy až jakoby brutálně primitivní. Tam prostě jiné vnímání například humoru. Et François a parlé d'humour, je pense que c'est quelque chose que l'on pourrait, qui a tout à fait sa place dans le contexte justement de la photographie slovaque. À mon sens, parfois un humour assez brut, parfois assez simple, direct. Du côté tchèque, j'aurais plutôt tendance à parler d'ironie. Myslím si, že ta slovenská generace byla do určité míry vlastně nezatížená jistou intelektuálností z středoevropských pohledů. A to ji také zásadním způsobem formovalo. A když je později povedlo výrazně znovu takovým jako oddělení, že ta slovenská fotografie je oddělená od té české. Il y a une autre différence aussi importante, je crois, c'est que cette génération de photographes slovaques est arrivée à Prague sans, légère, sans bagage lourd de réflexion intellectuelle au sujet de la photographie, etc. Ce qui leur a permis d'avoir une attitude qui, somme toute, est assez différente. Le fait qu'ils vivent encore tous à Prague, ou la plupart d'entre eux vivent encore à Prague, n'y change rien. Byla to skutečně velmi silná generace a bylo vlastně relativně jednoduchý vedle nich existovat, protože skutečně ten jejich živel byl v té době velmi dominantní. Mais c'était une génération extrêmement forte et il était très difficile d'essayer de fonctionner à côté d'eux parce que ça formait une espèce de noyau très dominant. Speciálně to nastalo určitě v té době byl vytvořený trend. Et il va de soi que Tono Stano, incontestablement, était le leader de cette génération. Oui, à ce propos-là, j'aimerais bien poser une question. Il y avait aussi un enseignement de la photographie à Bordeaux, avec le Židlický. Et qu'en était-il de cela? Ano, tady se vyučovala, ale vlastně taková střední škola, čili tam je trošku jiný charakter. Řada těch lidí si vedla vlastně na vysokou školu, která spíš byla přestupní stanice. Oui, c'est vrai, mais c'était un peu particulier dans le sens que c'était un lycée. C'était au niveau du lycée. Et la plupart des étudiants de ce lycée, des étudiants de photographie de ce lycée, se retrouvaient ensuite à l'université à Prague. Donc c'était considéré un peu comme
étape avant de rejoindre Prague. Myslím si, že v roce 89, pardon, v roce 84, kdy vlastně vzniknul nástup této generace Stalinové vlny, tak to byl tak zvláštně silný moment v celé fotografickém světě v Čechách, že si myslím, že si jakoby zapomněl všichni města, že to dění se opravdu dělo okolo Flamu. Et je dois dire aussi qu'en 1983-84, au moment où cette génération apparaît, arrive, je crois que le débat se menait au-delà de toutes les... Enfin, ça a occulté toutes les autres villes du pays parce que ce qui se passait à la Flamu, même à Prague, à la Flamu à ce moment-là, était tellement marquant que ça a occulté tout le reste. Všichni to známe, že historie je občas nespravedlivá. Mais on connaît ça, l'histoire est souvent injuste. Peut-être on va voir un petit peu de comment ce que tu as pu percevoir en étant à cette époque-là à Prague, puisque tu étais responsable culturel à ça, au service culturel chez Banska. Et donc tu as pu observer un petit peu quel a pu être ton regard en tant que Français par rapport à ça, puisque tu as participé notamment à la mise en place de l'exposition. Oui, est-ce que je peux avoir l'ordinateur ou bien je vais aller là? Non, c'est pas, il faut que je sente. C'est pas plus simple, c'est ce qui est plus simple pour toi. C'est pas plus simple si tu vas là-bas, parce que comme ça, on ne dépasse pas. Tu vas la sortir? Oui, je vais la sortir. Moi, je vais la sortir. Ils sont bien. Faut que je revienne. C'est bon, ça va. Oui, c'est ça. Ben, je profite de ce petit blanc là pour dire que non, mais que c'est vrai que quand je suis allé à Prague, on ne connaissait pas du tout. On ne savait pas distinguer un tchèque et un slovaque. Surtout qu'à l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. C'est vraiment intéressant ce que tu as dit. Bon, ce que je vais présenter, c'est tout simplement une coupe, je dirais, dans l'univers artistique, mais une coupe dans l'univers artistique des années 85 à 88, parce que j'étais à Prague en 85-88, effectivement, comme responsable d'un centre culturel qui s'appelait pudiquement Bibliothèque et Salle de lecture française. Mais qui travaillait. Et je n'ai jamais fait de photographie sur place, par principe, parce que c'est un principe personnel, j'avais l'intention de me fondre le plus possible à l'intérieur du pays et de ne pas paraître comme un touriste ou un voyageur. Les photographies que je vais vous montrer, les images que je vais vous montrer, ce sont essentiellement des images que j'ai prises que j'ai scannées à partir de catalogues, le catalogue que j'ai rapporté de là-bas et qui sont évidemment pas forcément d'excellente qualité. On disait, quand je me trouvais à Prague dans ces années-là, on disait à Paris, j'ai invité quelqu'un que je ne nommerai pas, qui avait une galerie tout à fait vue. Je lui ai dit de venir à Prague, il m'a dit à Prague, il ne se passe plus rien depuis 68. Dans un sens, il avait un peu raison, mais ce n'était pas forcément vrai. Parce qu'à Paris, on présentait au centre Pompidou, Alain Sayat présentait des dessins tchèques, il présentait de la photographie tchèque, il y avait des gens qui constituaient des collections, comme ici à Strasbourg, Madeleine, Bio-Durin-Berger, par exemple, au musée. Il est vrai qu'en 68, on a eu en France, on a focalisé beaucoup sur ce qui se passait, à Prague, et Opus 9, je crois, avec Gassio Talabro, avait fait un grand dossier sur Prague et surtout aussi, enfin, on
l'arrivée de la Russie des Russes sur Prague. Notamment, ils avaient pris position contre l'intervention en Tchécoslovaquie. Il y avait en fait une scène artistique qui était très vivace, que j'ai connue au moins très vivace, beaucoup d'expositions, un peu partout, des petites salles, des choses à droite, à gauche, dans le centre, à l'extérieur, à Brno ou dans le nord, en Bohême, dans les monts de Bohême par exemple. Il est vrai que les lieux d'exposition du centre de Prague étaient des lieux d'exposition toujours très courus. Évidemment, c'est la même chose en France, je dirais, c'est la même chose à Paris, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'artistes qui sont connus et qui sont présentés là. Il y a une question que l'on va peut-être poser, est-ce que c'était des artistes officiels? Je pense qu'il y avait un peu d'officialité, certainement, même beaucoup. En même temps, il n'y a pas forcément, entre l'officialité et la qualité, il y a parfois une différence. Donc je resterai quand même un peu sceptique parfois sur certaines choses qui étaient montrées. Ce qui était par contre très intéressant et très vivace, c'était des villes comme Brno, qui présentaient des expositions, deux grandes expositions d'artistes, pas forcément en photographie, mais en art. Il y a eu par exemple une exposition de Devětsil quand j'étais là, ce mouvement des avant-gardes des années 20, du début des années 20, qui était présenté à Brno, et je suis sûr et certain qu'elle n'aurait pas pu être présentée à Prague. Il y a une chose, c'est qu'il n'y avait pas de galerie au sens galerie qu'on entend ici, c'est-à-dire de galerie privée, avec un marché de l'art. Donc on est, en définitive, selon les conceptions du champion de l'art, on était parfaitement pur. C'est-à-dire pur parce que pas du tout introduit à l'intérieur du marché, parce qu'il n'y avait pas de marché. Donc l'art pouvait se développer de manière, oui, comme le dit Duchamp, de manière non corrompue. Et il y avait, en ce qui concerne la photographie, il y avait dans un lieu extrêmement bien situé, c'est-à-dire au croisement, je dirais presque, de la rue nationale et de la place Wenceslas, il y avait une galerie qui était la galerie d'une marque de papier photographique, Photocréma, d'excellent papier d'ailleurs, et qui présentait régulièrement, tous les mois, une exposition, donc 12 expositions par an de photographie, de manière très simple, accrochée de manière très simple, à l'horizontale, sans possibilité de jouer sur, comme on l'a fait ici sur ce lieu. Entre 85 et 88, j'ai eu l'impression d'une ouverture, malgré une résistance officielle, une résistance officielle aussi aux idées de la glasnost, de Gorbatchev. Pensait que la Pravda a eu quelques problèmes, ne pouvait pas être présentée à Prague. Un élément, je vais présenter toute une série d'images de travaux. Je crois qu'il y a une date qui a marqué profondément l'ensemble des générations. C'est la date de 68, évidemment, 68-70, avec ce qu'on a appelé, en 70, ce qu'on a appelé la normalisation. Et c'est-à-dire que la génération de ceux qui, avant, étaient déjà artistes, avaient déjà un travail, ont pu continuer, ont continué aussi ce travail. La génération des gens qui avaient des 25, à peu près 25-30 ans, qui étaient à l'école des Beaux-Arts, ont pris de plein fouet cette fermeture radicale, brutale, et il y a eu une espèce de violence, et qui s'est exprimée aussi à l'intérieur des travaux. Et puis après, ceux qui sont venus, c'est-à-dire même finalement un peu plus jeunes que Ivan Pikava, ceux qui sont venus après
disons, sa génération est arrivée de manière beaucoup plus fraîche, je dirais, c'est-à-dire non troublée par ces années 68 et 68-70. Voilà donc les travaux que je vais montrer. Alors, on commence. Attendez pas. Non, ça. Celui-là, je ne le connais pas. Comment je fais? Pardon? Tout en bas. Vous voulez mettre un diaporama? Non, je peux. Enfin, simplement, je vais mettre en. Alors en dessous. Si, c'était. Voilà. Ça, c'est un peintre qui s'appelle Bochtik, qui avait à l'époque 75 ans. Voilà son travail, je vais très vite. Un autre peintre, Sikora, né en 1920, qui avait donc un peu plus de 60 ans, travaille sur l'informatique. Enfin, c'est un travail de pensée informatique, de ligne informatique. Ce sont des tableaux qui font 1m50 sur 1m50. Le voilà encore, avec Sikora sur la gauche. Ça, c'est Adriana Shimotova, dont on parlait tout à l'heure, dans une exposition qui avait eu lieu dans le nord de la Bohème, à Rostimé. Le travail de Adriana Shimotova, encore, sur du papier très fin, très délicat, presque évanescent. Encore elle. Ici, Milan Grigard, du dessin, vous voyez un tableau ici, enfin ce n'est pas du blanc, c'est tout simplement que c'est mal détouré. Du noir complètement conceptuel, je dirais, ou minimaliste plus exactement. Ensuite, Colibal, des dessins de Colibal, dont on parlait ce matin, que j'évoquais ce matin. Un travail aussi de Colibal qui s'appelle, celui-ci, pardon, s'appelle La position particulière du cercle. C'est un travail de 1984. Et celui-ci est un volume, vous voyez évidemment, qui s'appelle Double perspective. C'est un travail de 87. On passe à une génération Colibal, Grigard, Shimotova, Sikora sont quasiment tous le même âge. Ils avaient à peu près dans les 60 ans à son âge. Ça, c'est encore un travail de Colibal. Et là, on passe à une génération des gens qui sont nés en 32, c'est-à-dire un peu plus jeunes. Karel Nepraš, autre travail aussi de lui, autre travail également de lui. Puis Jan Svoboda, aussi de cette génération, né en 1934, qui avait été montré à Lectoure. Un travail extrêmement, je dirais, dépouillé aussi, des murs qui s'effritent, des choses très simples, un verre très proche ici de ce qu'a pu faire, de ce que faisait Soudek, mais pas la même chose. Là, travail étrange, mais simple, sans fioriture. Ceci, ça s'appelle tout simplement Petit cadre. Un autre travail de Svoboda, un rouleau aussi de Svoboda, c'est une photographie roulée. Encore Svoboda. Ici, c'est un clou simple sur le mur, et tout c'est extrêmement minimal comme travail. Il n'y a que, finalement, c'est de l'ombre au carré, c'est l'ombre de l'ombre, quasiment. Même âge, Jan Saorek. Ils sont nés à un an de différence. Et vous voyez toute la différence entre les deux travaux, entre les deux sortes de photographies. Même âge également, Yagi Chalamon, quelqu'un qui fait qui a écrit de la poésie d'une part, d'autre part qui
qui dessine un peu comme les enfants et qui faisait beaucoup de lithographie. Ça, c'est la page, la couverture d'une revue, d'un catalogue. Là, ce sont des photographies qui remontent beaucoup plus loin. C'est un personnage qui détonne un peu, enfin oui, qui détonne pas mal dans ce paysage, c'est Milan Knižák. Ce sont des performances qui appartenaient au mouvement Fluxus. Et ce sont des performances qu'il faisait tout près du château de Prague, tout près de l'endroit où il habitait, dans les années 65. Voilà les performances. Une armoire. Milan Knižák a touché à tout. A fait cette armoire, mais il a fait aussi de la mode. Il a fait aussi des tableaux, des disques cassés. Milan Knižák, je me souviens avoir vu des expositions de lui à l'Institut de chimie macromoléculaire ou physique macromoléculaire à l'extérieur, et il y avait énormément de gens qui étaient là. On passe à c'est la même génération que Knižák, ça c'est Kurt Bauer. C'est une parodie des personnages officiels dans au palais de la culture à Prague, pour montrer combien ce palais de la culture était une sorte de quelque chose d'ostentatoire par le régime de l'époque. Même ces gens travaillaient ces gens travaillaient essentiellement pour le régime. Pour qui travaillaient ces gens-là? Les artistes. De quoi vivaient-ils? C'est l'ambiguïté de la chose. C'était... Ils exportaient quand même. C'était des étrangers qui achetaient. Oui, on pouvait exporter, on pouvait vendre aussi, on pouvait exporter des choses relativement simples, c'est-à-dire toute la photographie pouvait s'exporter, les lithographies pouvaient s'exporter, il y avait pas mal d'achats de lithographies en Allemagne. Il fallait acheter des appareils photo aussi. Il fallait acheter des appareils photo, c'était des devises, non? Aussi, tu pouvais faire rentrer des appareils photo, donc c'était un échange, c'était un troc. Comment ils faisaient? Ça, il faut poser la question. Vous travaillez avec des appareils Možná k tomu něco krátce řeknu, opravdu je možná absurd velmi těžko pochopit, jak tyto umělci žili. Protože takhle umělci jako Adriano Šimitová, Kolíbal v podstatě oficiálně existovaly, ale současně jejich výstavy byly zakazovány. Což znamená, že je nikdo nekupoval, ale přesto je galerie občas kupovaly. Byla to vlastně podivná šedá zóna, které nikdo nerozuměl a nerozuměli ani ten umělec sám. A tak to bylo, že umělec se živil například tím, že dělal ilustrace například knih a tam zase seděli docela zajímaví lidi, kteří dokázali tyto lidi podporovat a dávali jim práci. A pak existoval způsob prodeje do zahraničí, který šel přes speciální agenturu, která měla pro nás lidí, kteří spolupracovali s režimem, kteří na tom bohatli a do určitý míry podporovali takový vývoz, protože z toho si stát bral velmi mnoho peněz zpátky. A stát měl vždycky problém mít zahraniční měnu. Takže velmi často paradoxně zakázaní umělci byli někdy vyváženi do zahraničí, protože stát na nich vydělával, ale sám umělec nesmí určitě vystavovat. Oui, je vais peut-être dire quelques mots à ce sujet parce que c'est vrai que vu d'ici, et vu d'ici aujourd'hui, ça peut être difficilement imaginable comme situation. Des artistes comme ceux dont nous venons de parler, Šimitová, Kolíbal, c'est une situation assez difficile pour eux parce qu'à la fois ils étaient reconnus comme de grands artistes, à la fois ils étaient interdits d'exposer. Donc il était impossible d'acheter des œuvres d'eux, mais parfois il arrivait que de façon exceptionnelle, on
pouvait faire des exceptions. Et la règle, il n'y avait en fait pas de règle, c'était tout à fait incompréhensible, y compris pour les artistes, et c'était vraiment au bon vouloir de tel ou tel individu, à tel ou tel moment, et un peu au jeu au nez, c'était un peu le jeu du hasard. Comment vivait-il, de quoi vivait-il? Un des moyens de survie, par exemple, était l'illustration de livres. Il était tout à fait courant que tel ou tel artiste pouvait avoir un ami ou quelqu'un qui admirait son œuvre tout simplement dans l'édition et qui, en lui passant commande d'illustration, lui permettait d'avoir un peu de gain. Et en ce qui concerne la vente à l'étranger, il y avait une agence qui organisait en effet la vente d'œuvres d'art à l'étranger. Bien évidemment, l'énorme majorité des artistes qui étaient représentés dans cette agence étaient des artistes qui collaboraient plus ou moins ouvertement avec le régime, qui en tous les cas ne pouvaient que souhaiter ce fonctionnement parce qu'ils en profitaient. Mais il est vrai que l'État était toujours en manque de devises, et c'est pour ça aussi que certains artistes interdits au sein du pays pouvaient être vendus à l'étranger, parce que ça représentait le pourcentage que prenait l'État était énorme, et ça représentait des gains pour l'État plus qu'autre chose, et non pas une représentation d'artistes interdits à l'étranger. Také uvažuji, když se zde bavíme o penězích, že se vlastně jednalo o absurdně malé částky v porovnání s tím, co reprezentuje biznis na západě. A taky bylo existovat strašně málo peněz a ti umělci nikdy nebyli bohatí. Et puis il faut aussi se rendre compte qu'en effet, vous l'avez mentionné, il n'y avait pas vraiment de marché de l'art, on vendait des œuvres à l'étranger, mais ça représentait des sommes minimes. Il est vrai aussi qu'avec très peu d'argent, on pouvait subsister à l'époque là-bas. On est très loin de la situation actuelle, ou de la situation que vous connaissez ici, d'un marché de l'art avec parfois des ventes importantes. Já bych možná tady trochu něco rád řekl o Michelovi a jeho přítomnosti v Praze, protože možná ani on si to sám tak neuvědomoval, ale to, že najednou ředitel francouzské knihovny se skutečně aktivně zajímal o české umění, se vyhledával. Myslím, že to byl skutečně první člověk po desítkách let, který byl český na francouzském středisku. Měl něco zcela průlomové. Et peut-être, je profite de l'occasion pour dire quelques mots au sujet de la présence de Michel à Prague à l'époque, parce que ce n'était pas du tout, c'était tout à fait particulier. Il faut s'en rendre compte qu'un représentant de l'État français s'intéresse de façon aussi vive à l'art tchèque et apprenne la langue. Je crois que c'était le premier Français à parler le tchèque depuis des décennies en Tchécoslovaquie. C'était quelque chose de tout à fait inouï. Xavier. Ale když Michel mluví o vlastnosti, která věci měnila, tak je to pravda, ale samozřejmě právě takový lidi, jako Michel je taky měnili celou tu společnost, protože já to pamatuju velmi osobně, že francouzské středisko, francouzská knihovna se skutečně tehdy stala pojmem, protože stála v pozadí mnoha aktivit. Někdy díky tomu jsem přijížděli lidi ze zahraničí, to vždycky byla velká vzácnost. On a parlé de la glasnost, oui, bien sûr, ça a joué, mais je crois que c'est ce genre de choses, lorsqu'une personne comme Michel était présente et active, ont joué peut-être encore plus ou de façon tout aussi décisive. Je crois que c'est la présence de personnes comme Michel qui ont véritablement contribué à changer cette société. La bibliothèque française de Szczepanska est devenue à cette époque un lieu presque mythique, un lieu essentiel, central. À chaque fois qu'il se passait quelque chose où on faisait venir des invités de l'étranger, c'était tout à fait essentiel et central. Říkám to skutečně velmi upřímně, že dodnes jeho jméno je prostě známé mezi uměleckými kruhy, protože zůstalo to jako jeden spojný. Et je dis ça pas du tout à la légère, son nom reste une notion présente chez beaucoup d'artistes tchèques aujourd'hui. Je vais juste poser une question. Est-ce qu'on pourrait comparer ça au régime de DDR, au régime de Honecker, qui activement avait une politique pour faire entrer les devises, donc de production d'art qu'elle allait exporter, et les alliances françaises de DDR étaient un centre culturel qui en fait amenait tous les artistes
de DDR parce qu'il y avait cette idée de liberté dans ce sens. On peut comparer les contextes, aussi bien au niveau économique qu'au niveau, on va dire, échange culturel. Oui, donc je me suis moi je pense qu'on pourrait comparer ça. On peut comparer tout à fait la situation des deux pays. Avec une différence près. C'est que il y avait, il me semble, on pourrait dire, grosso modo, qu'il était plus facile pour un Tchèque de sortir du pays que pour un Allemand de l'Est. Parce que, tout simplement pour une raison bien simple, c'est parce qu'un Allemand de l'Est allant de l'autre côté pouvait rester automatiquement, il parlait la langue, parce que c'est la même langue, même si celle-ci avait un petit peu changé par, tout simplement par l'évolution politico-linguistique du pays. Voilà, mais je pense que c'est assez comparable. Et finalement, il y a le centre de Berlin où il y a eu pendant très longtemps Bayards. Dominique, je cherchais son nom. Dominique Bayards était aussi un lieu où il y a eu énormément de choses qui se sont passées, c'est un lieu d'ouverture. Mais à Prague, il n'y avait pas que le centre français, il y avait aussi le centre italien. Et le centre italien travaillait aussi beaucoup d'une autre manière que le centre français, et il y avait aussi les Américains, mais les Américains étaient particulièrement surveillés avec un garde quasiment en face de l'entrée, alors que ça n'était pas le cas visiblement ni pour les Italiens, ni pour les Français. Ni pour les Français. En fait, il y avait quand même des accords politiques, on le sait aujourd'hui, des accords politiques un peu à très haut niveau qui laissaient une certaine tolérance en Tchécoslovaquie et pour les Français, parce que évidemment la politique de Moscou par rapport à l'Europe était une certaine, voilà, de trouver certains compromis un petit peu. Le mouvement des socialistes aussi, je pense que ça a pu aider, parce qu'il y avait des gens dans les années 80. Je pense qu'ils ne sont pas non plus, je suis très content, merci Ivan de ce que tu as dit, mais je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer la présence, cette présence-là, parce que cette présence-là, d'abord, premièrement, elle était à Prague, elle n'était pas ailleurs, sauf si avait lieu ailleurs quelque chose, était organisé ailleurs quelque chose. Et je pense que les arts, tout ce qui est visuel, c'est-à-dire la photographie, la peinture, etc., tout cela pouvait être vu facilement sans l'intervention, sans le passage, sans la médiation du langage. Il est vrai quand même qu'un certain nombre de choses pouvaient ne pas être comprises, n'ont pas été comprises. Avec un certain nombre d'expositions, je suis tombé complètement à plat. Je me souviens, pour donner un nom, je me souviens très bien d'une exposition Combas, Robert Combas, qui était en France, qui avait eu déjà une rétrospective à Bordeaux, que j'ai présentée à Prague, et pour moi, j'ai eu l'impression de faire un flop, vraiment, total. Alors que cette figuration libre, qui était en train d'éclater en France, eh bien, elle ne pouvait pas être comprise là-bas. Il n'y avait pas... on ne travaillait pas de la même manière que visuel. On ne travaillait pas du tout... la peinture de la même manière, etc. Et on se rend compte à ce moment-là qu'il y a deux différents arts. J'ai travaillé aussi à Fribourg et je connais Strasbourg. Je me suis rendu compte qu'il y avait moins de différences, que les distances étaient moins longues entre Berlin et Paris qu'entre Fribourg et Colmar. Entre Fribourg et Colmar, il y a 35 km. Et là, on est sur deux. On a une opposition très nette, alors que entre Berlin et Paris, vous avez quelque chose, une espèce de
comment dire, d'art qui est le même un peu partout et qui se montre parce qu'on connaît les artistes, ils sont connus un peu, ils sont montrés aussi partout. Michel, je peux te demander de terminer peut-être ta petite Oui, présentation, je continue la présentation. parce qu'on puisse justement rebondir après sur l'historique. Hein. Bon, Kurt, j'en étais à Kurt Gebauer, qui avait à peu près 45 ans quand j'étais là. Ici, Jerzy Sobko, à peu près le même âge, toujours Sobko. Ivan Ohel, qui est monté actuellement au Centre Tchèque à Paris. Quelqu'un d'autre qui s'appelle Jerzy Sozansky, qui travaillait dans les maisons abandonnées. Ici, je pense que c'est à Most, une ville qui était. C'est vraiment de la. Cette fois, c'est un art de contestation nette, avouée, très. Et même presque agressive. La ville de Most, c'était une ville qui avait une petite église baroque et l'église a été déplacée et la ville a été engloutie par les machines qui tiraient de Lignite. Ici, un travail qu'il a fait dans une maison à Prague qui s'appelait Maison numéro 50, qui devait être détruite pour y construire tout un pâté de maisons, pour y construire une station de métro. Ça, ce n'est pas. Oui, c'est toujours la même maison. Là, c'est un travail qui a été fait, c'est Job, présenté au camp de Térésine. Travail sur Job aussi, mais ça, c'est Dominique Collignon-Morin qui l'avait invité venir travailler avec lui et faire représenter en quelque sorte cet homme Job. Des tableaux qu'il appelle incidenti, incident, mot d'amour. Globalement, la photographie de ce qui était, c'est mêlé au fond constamment aux arts. C'est-à-dire que moi, je l'amène, comme j'ai décidé tout simplement de faire quelque chose par génération. Et tout simplement, et ne pas dire qu'il y a de la photographie d'un côté, on a quatre à côté, et là, de l'autre côté. Pour ça, je pose la question précisément. Il y a de détention, certainement, c'est très hétérogène, mais j'ai pris le parti de faire cela de cette manière-là. Yedrich Streit, qui était instituteur, je crois, et qui travaillait dans un petit village non loin de Brno, et qui photographiait un petit peu comme Holovichek des scènes chez lui, à l'extérieur, etc. Jaroslav Beneš, donc quelqu'un qui était né en 1946 et qui avait à l'époque 40 ans, lorsque je l'ai connu, son travail, qui était présenté d'ailleurs dans cette exposition de Prague et de poèmes que tu évoquais tout à l'heure. Non, c'est Polacek, Jerzy Polacek, qui travaillait à la chambre de Soudek et qui faisait des tirages de Jerzy Svoboda. Et puis, je parlais de Żydlicki tout à l'heure, qui était artiste et habitant de Brno et qui enseignait donc, à Brno dans ce lycée, avec quelque chose de particulier, c'était cette intervention sur les négatifs. Intervention qui ne se faisait pas en principe. On parlait de photographie pure, la gista photographie. Et lui ne faisait pas de la gista photographie. Une autre encore de lui. Et puis Vladimir Novak, tout ça sont des gens nés en 46, 47. Václav Bláha, la non-communication, ces personnages qui comme ces personnages comme dans l'image du haut, dans le tableau du haut, qui sont là, très bérétiens, dans des positions très bérétiennes. Richtstein avec un travail allant le plus vers la figuration libre, une exposition de Richtstein. Ivan Kafka, né en 1952, d'un seul coup sur quelque chose de
je trouve très conceptuel, voilà, aussi très minimaliste dans c'est une intervention dans une rue de Prague. C'est dans les années 80, ça, donc. Ça, c'est un peu avant mon arrivée, c'était 84. Le groupe, ce qui a marqué ensuite la dernière génération, c'est-à-dire finalement la génération à laquelle appartient Ivan Pingerov, c'est le fait de se regrouper en groupe, de se regrouper. Et il y avait un groupe d'artistes qui s'appelait les Tvrdoviavi, donc les têtes dures, avec un manager, Jan Marol, et puis différents artistes. Ça ne s'agit pas une photographie, c'est une peinture. Voilà le type de peinture qu'il faisait. Donc Divish qui était là, Divish, Michal Gabriel, Milkov, Peter Nickel, voilà, tout ça c'est de la peinture, ça n'est pas de Scala, et un photographe qui n'est pas dans ce groupe-là, mais donc on revient à la photographie, Stepan Grigard, avec un travail très poétique que tu connais bien. On peut voir à Strasbourg si on vient aux expositions que j'organise. Et toujours un travail de Stepan Grigard, avec son premier grattage de négatif. Todo Stano, dont on parlait tout à l'heure. Là, comment ça s'appelle? C'est trois, c'est... Prokop. Ouais, Prokop, et puis Pacina, Michal Pacina. Mais je veux dire, c'est des cadavres esquis. Est-ce que, pour revenir à la FAMU, est-ce que la FAMU jouait un rôle de moteur, on parlait toujours pour le moteur de la FAMU, est-ce que Birbous à cette époque était à la FAMU déjà? Oui, il a enseignait à l'époque. Quelle a été son importance de ce point de vue? Son importance, c'est qu'il était de la même génération, on peut dire que tous les autres, il est né en 54, je crois, et il était avec tout ce qu'on appelle aussi la nouvelle vague ou d'autres mouvements, on parle, et il a commencé il est lui-même photographe, mais il a été aussi et il est toujours un excellent historien et théoricien de la photographie et organisateur des tas d'expositions. Et donc son influence était important dans la mesure où il était le premier qui commençait à étudier d'une manière approfondie tout ce qui était la photographie. Peut-être je termine, j'en ai encore 2 ou 3. Intéressant aussi ici, c'est le rapport qu'il y a entre la photographie et presque la bande dessinée, parce que ça c'est pris de très haut, ce sont des dessinés sur le sol. Et puis le fameux groupe, le groupe auquel appartient, auquel appartient, je vois oui, il y a Todo Stano et puis Ivan Pingerov. Et c'était le groupe Yedenas, les 11 ans, avec Anna Farota, qui se trouve juste à la droite d'Ivan Pingerov. Voilà, j'en ai terminé avec la... Merci, Tom. Excuse-moi d'avoir un peu... combien d'entre eux de ceux-là étaient dans Rados, alors finalement dans l'agence Rados? Rados a été créé seulement au moment du changement en 89, c'est ça? Je crois que parmi ces photographes, seulement Todo Stano et Gardena Farala. Ah oui, d'accord. Michel, Rados a été créé quand? En 89? Oui, 89, oui.
les autres, c'était plutôt des reporters. Oui. C'est ça, c'était surtout des reporters dans la Poste. Ouais. Essentiellement. Yes. Merci pour ce tour d'horizon, oui. Non, je veux dire que les seuls qui n'étaient pas, c'est justement Gabina, Farba et Tolstoy, et ils ont fait une série de portraits d'acteurs de la Révolution, que je pourrais vous montrer si vous voulez, qu'ils ont signés en commun. C'est ça. Oui, que nous avons exposé aussi à Strasbourg, en fait. Voilà. Donc maintenant, on pourrait peut-être revenir à comment a été vécu, au fond, le changement. Est-ce qu'il y a eu une véritable transformation à ce moment-là, puisque après l'ouverture, est-ce que ça a été effectivement une possibilité de rencontrer des galeristes français et voilà. Excusez-moi, c'était juste la question d'avant, en fait, elle était en deux parties. La deuxième partie qui était, est-ce que l'État tchèque a fait rentrer des devises comme dans une industrie par l'utilisation de l'art, l'exploitation de l'art comme une DDR. Je voulais savoir si c'était le cas ou si c'était quelque chose de marginal. Je pense que c'est marginal. C'est pas là-dessus que l'État tchèque faisait de l'argent. Il faisait beaucoup de marchés noirs sur l'alimentation et sur des choses courantes, en fait. Il y avait des exportations qu'on ne connaissait pas, de viande, de plein de choses. L'État faisait du marché noir. Excusez-moi, mais ça va. L'État, oui, des fonctionnaires de l'État communiste faisaient du marché noir. Ce qui faisait qu'il y avait des marchandises qui manquaient sur le marché tchécoslovaque parce que c'était vendu pour qu'il y ait des devises qui rentrent. Oui. Mais pas sur l'art. C'était pas une politique d'État. Non, c'était pas une politique d'État. C'était des fonctionnaires corrompus qui faisaient du marché noir, mais l'art là-dedans était je crois, marginal. Je ne sais pas si je me trompe. Možná k tomu řekl, že ano, máte pravdu, že ten výdělek byl v podstatě malý, ale možná důležité, proč to stát organizoval, bylo, že ta společnost, která to zprostředkovávala, byla v podstatě společnost, která chtěla lidi, kteří pracovali pro tajnou policii. A byl to taky způsob, jak získávat do svých řad další lidi, kteří potom později kolaborovali třeba s režimem. Samozřejmě spousta lidí, kteří byli součástí té tajné policie, tak měli velmi volný přístup k výstavám v zahraničí a do světa. To je prostě třeba vidět, že to je ta obrácená tvář té doby. Juste un commentaire, les profits qu'on pouvait faire en exportant des œuvres d'art étaient vraiment pas très importants. Par contre, un des aspects qui pouvait être plus important peut-être que le gain qu'on pouvait en tirer, c'était bien sûr que c'était un appât important, l'idée de pouvoir être montré à l'étranger, de pouvoir être vendu à l'étranger. Et c'était une façon de recruter des agents de la police secrète, de recruter des délateurs parmi les artistes, de leur dire nous allons vous exposer à l'étranger, nous allons vendre vos œuvres, en échange, vous allez collaborer. Je opravdu někdy velmi těžký vysvětlit, jak svým způsobem dokonalý to byl systém vtahování lidí do systému a vytvářet z nich vlastně konformní občany. On a parfois du mal à imaginer à quel point ce système était parfait dans justement ces mécanismes de séduction perverse. Samozřejmě právě většina umělců ze své podstaty nebyla konformní, když nespolupracovali. Mais il faut le dire, la plupart des artistes, en tous les cas de cette période, étaient des artistes non conformistes et qui n'ont pas joué le jeu. Ce ne sont pas ceux-là qui ont fait jouer le jeu, en fait. Je pense que les artistes convaincus de leur art et de leur projet n'entraient pas dans étaient des contestataires à cette époque-là. Parce qu'effectivement, en République tchèque, il y avait un mouvement de contestation artistique qui était fort. Il n'y a pas de politique de rayonnement culturel, de ce genre de choses sur l'État tchèque. Il y avait, mais... Pas par les artistes qui étaient les plus talentueux. Pas par les artistes qui étaient convaincus de leur mission. Já bych dokonce řekl, je to paradoxní, ale že ten komunistický režim měl velmi dobrou citlivost pro umění, protože zcela neomylně kdokoliv byl dobrý z těch výtvarníků, tak v podstatě to persekuoval. Je to až neuvěřitelné, jak instinktivně to oni poznali. Je dois dire même, c'est assez paradoxal, mais
ce régime avait très bon goût, parce que tous les bons artistes ont été interdits. C'est-à-dire qu'ils ont intuitivement reconnu où étaient les valeurs. Alors on va peut-être passer au dernier volet. Qu'est-ce que nous marche? Il me semble qu'il y a les galeries, je sais que la Galerie nationale achetait aussi même les artistes, même ces artistes interdits. Et finalement, Jerzy Kotalik avait une collection extrêmement importante, justement, de tout. Il a continué à acheter. Ça ne permettait pas forcément aux artistes de vivre, ça les aidait, tout simplement. Mais il a continué à acheter d'autres galeries aussi dans d'autres. Qui est cet homme que tu viens de nommer? Pardon? Qui est cet homme que tu viens de nommer? Jerzy Kotalik était le directeur de la Galerie nationale avec le rang de ministre de la Culture à Prague. C'est-à-dire que tous les musées de Prague étaient dirigés tous. Ono je to skutečně velmi nečitelné, protože školy byly zakázány pro mnoho lidí, ale přesto nakonec většina těch velmi dobrých lidí vystudovala na těch školách. Jenom to bylo komplikované, ale v těch 80. letech přeci jenom už se ty věci měnily a C'est parfois difficile à trouver une lecture claire en fait de cette réalité. Il est vrai que beaucoup d'artistes, par exemple, beaucoup de gens se voyaient interdits d'études, dans tous les cas d'études supérieures, mais un grand nombre des artistes importants ont finalement réussi à faire leurs études. C'est juste que ça a été beaucoup plus compliqué, il a fallu beaucoup plus de détours, etc. Il est vrai que dans les années 80, le régime n'est plus aussi dur et radical et conséquent dans sa répression qu'au lendemain de l'écrasement du printemps prague dans les années 50. Oui. Donc, situation très complexe en fait en République tchèque, en Tchécoslovaquie. On va vraiment parler, un peu, au moins respecter notre cahier des charges et pour parler effectivement, est-ce qu'il y a aujourd'hui une photographie tchèque? C'est quand même aussi la question que nous voulions poser. On voit quelles sont les origines communes, et on comprend mieux à partir de là, je crois, aussi que le courant, disons, artistique était un courant fort, contestataire de l'ordre établi, et que tous ces artistes se sont affirmés dans une opposition, une certaine opposition au régime, puisque le régime voyait bien, ce n'était pas des imbéciles, ils voyaient bien qu'il pouvait venir le danger. Mais c'était une situation finalement assez simple sur le plan théorique. Maintenant, ce que devient finalement la photographie tchèque à un moment de l'ouverture du marché, dans un premier temps, on peut redemander à François Saint-Pierre, encore une fois, qu'est-ce que c'est Lectoure? Est-ce que Lectoure, à ce moment-là, par exemple, est le reflet de l'intérêt que les galeries, à ce moment-là, manifestent à l'égard des photographes tchèques? C'est une question. Je ne pense pas que je sois le mieux placé pour y répondre, hein, puisque, comme je disais, le photographe qu'on a exposé plus récemment, c'est Ivan Mikava, donc ici. Après, moi, je ne peux pas dire que j'ai des informations sur l'état actuel de la photographie tchèque, mais je ne sais pas du tout où elle en est. Alors, je ne sais pas, il y a une chose que... Est-ce qu'on identifie aujourd'hui dans les galeries un photographe tchèque ou simplement il est photographe et il est tchèque? C'est plutôt ça, oui. Je pense que oui, ça, c'est... Il faudrait demander à Michael aussi que cette spécificité s'est un peu atténuée. Il y a une chose, je voudrais dire, citer quand même une phrase de Tolostano qui m'a énormément frappé, c'est que quand je suis arrivé à Prague, donc, au lendemain de la Révolution, je suis arrivé de l'aéroport et je suis arrivé dans cette ville où il n'y avait pas de publicité, qui était une ville animée mais très calme. Je lui dis, c'est une ambiance merveilleuse ici. Il me dit, dépêche-toi d'en profiter avant que le marketing envahisse tout. Et on est retourné à Prague récemment et le marketing avait tout envahi, y compris Tolostano. Donc cette mondialisation a sûrement peut-être effacé un petit peu pas forcément en mal, hein, mais ces spécificités qu'on a essayé de caractériser jusqu'ici dans cette conférence.
Peut-être, effectivement, Michael, si tu peux t'exprimer à ce propos, est-ce que tu as l'impression, dans le travail que tu fais aujourd'hui, de partager quelque chose de spécifique, la photographie tchèque, ou bien promouvoir des artistes tchèques, faire se rencontrer des artistes tchèques avec des artistes français à Paris? Est-ce que ça fonctionne? Comment? Est-ce que c'est parce qu'ils sont tchèques? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils sont artistes? Je pense que c'est très difficile de promouvoir les artistes tchèques et les photographes pour plusieurs raisons. C'est pas du tout la raison n'est pas qu'ils ne sont pas de qualité, ils sont au contraire, je pense que c'est très bonne qualité. Le problème, c'est, je dirais, une certaine, je peux mettre là, peut-être pour parler, c'est le problème d'un certain conservatisme, je dirais, des galeries françaises qui ne veulent pas vraiment accepter, sauf quelques noms. Il y avait à un moment donné, c'était Yann Sauvé qui était assez connu, qui était représenté par Travers de Nour. Il y a Ivan Pinkava aussi qui est relativement connu, et je dis bien relativement, alors qu'il mériterait d'être très connu. Et puis après, il y a un nom que tout le monde connaît, c'est Koudelka, qui est un géant de la photographie mondiale et qui se dit tchèque et qui est tchèque évidemment. Mais qui vit en France. Mais qui non, il y a pas depuis 15 ans ou plus peut-être, et qui vivait ici par nécessité, puisqu'il était obligé de quitter le pays. Et quand je m'adresse à des galeries ou à des institutions en faisant des propositions des grands artistes, des grands photographes, et ceci est valable aussi bien pour les plasticiens que pour les photographes, on me dit mais on ne connaît pas, ça ne nous intéresse pas. Et c'est ça qui me blesse énormément, puisque je considère toujours la France comme un pays où il y a quand même une certaine curiosité, une volonté de découvrir des talents. Mais malheureusement, je pense que le système, la globalisation, la commercialisation de l'art commence à prendre telle tournure que c'est quasiment impossible de prévoir et d'imposer certains artistes qui ne sont pas connus. C'est le marketing qui voilà, c'est ça, c'est le marketing et aussi manque de curiosité. Et voilà, c'est où il faut, je ne sais pas, trouver des agents ou des galeristes vraiment qui vont se consacrer énormément. Nous avons cité ici un nom qui est Peter Joupnik, par exemple. Il est représenté par une petite galerie parisienne. Représenté, ça veut dire qu'une fois tous les 2-3 ans, ces photos sont visibles dans une exposition collective. Est-ce que ça veut dire représenter? Non, c'est pas représenter, c'est rien du tout. Voilà, et ça c'est dramatique et c'est vraiment quelque chose à voir. Mais bon, à qui s'adresser? J'ai envie de passer la parole à Yann, parce que j'en ai parlé avec lui, effectivement, qui me parlait des jeunes photographes, justement, qui ne sont pas, disons, qui n'ont pas fait partie de ce mouvement, de cette mouvance qui les a un peu propulsés d'un coup comme une vague vers l'ouest. Et il m'a dit aussi combien c'est difficile pour sa génération maintenant d'être représenté à l'étranger. Et j'ai envie de poser la question, est-ce qu'il a l'impression que c'est différent en France, ou en Allemagne, ou en Suisse, ou en Italie, pour des artistes tchèques, des jeunes artistes tchèques, d'entrer dans des circuits? Est-ce qu'il y a finalement des circuits nationaux? Ou est-ce qu'on peut dire que cette Europe est ouverte? Puisque déjà on parle d'un marché, parle au marché. Nejsem si úplně jistý, protože tady ta otázka se týká jako lidí, kteří jsou dosud velmi mladí a
Mám spoustu kamarádů na školách, které jsou hlavně na FAMu teda, nebo na Umbrumce a velmi málo z nich kdykoliv vystavuje v zahraničí. Nejsem si taky jistý, jestli je to otázka nějaké národnosti. Můžete vycestovat se svojí tvorbou ven, ale pokud k něčemu takovému dojde, tak to nikdy nebudete schopen asi zprodukovat sám. Vždycky se o to musí postarat ta škola. Takže si myslím, že to hlavní kritérium, který vám umožní se dostat do zahraničí, tak spočívá spíše na jistém postoji a statusu té instituce, ve které se nacházíte. C'est difficile d'y répondre parce que je crois que si on parle des photographes très jeunes d'aujourd'hui, vraiment, de ma génération, des photographes qui aujourd'hui étudient à la FAMO ou à l'école des arts décoratifs à Prague, presque aucun d'entre eux n'expose à l'étranger. Très 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 peu. Donc c'est difficile d'essayer d'évaluer les différences entre les différents pays. Tout simplement, il n'y a pas de réalité sur laquelle se baser pour en juger. Lorsque l'un d'entre nous expose à l'étranger, ce n'est pratiquement jamais de son fait, ce n'est pas lui, ce n'est pas nous qui produisons nos expositions, c'est toujours l'initiative en premier lieu des écoles elles-mêmes qui nous représentent ou qui présentent leurs étudiants à l'étranger, leurs anciens étudiants à l'étranger. Et donc tout dépend du poids, de l'importance ou de l'institution ou des individus qui la représentent. Možná k tomu rád dodal, ještě k tomu, co říkal Michal Pospíšil, že si myslím, že ten jeden z největších problémů spočívá vlastně na té české straně. A to, že za 20 let revoluce jsme nedokázali vytvořit nějaký systém skutečně kvalitní, v dobrém slova smyslu komerčních galerií. Protože když přijedete ven a chcete udělat výstavu, tak za vámi musí stát někdo. V podstatě vždycky by to měla být kvalitní galerie, která vás zastupuje. V horším případě, ale pořád to je dobrý příklad, kvalitní agent. Ani jedno v České republice dodnes neexistuje. V Praze existují možná 2 relativně relevantní galerie, které se o to snaží s větším či menším úspěchem. Ale všimněte si, že všichni úspěšní lidé, které jste tady jmenovali, od Josefa Koudelky, počínaje až po prostě některé další autory, tak skoro všichni uspěli v zahraničí tak, že o ten úspěch se postarali úplně sami. A to je strašně těžká cesta. A pak tady vzniká ještě moment těch českých center, které reprezentuje Michal Pospíšil, které v této situaci pomáhají, ale oni ve skutečnosti suplují něco, co by měl dělat někdo úplně jiný. A v tom si myslím, že je největší problém. Protože když já přijedu a oslovím do Ameriky a oslovím velké muzeum, že bych tam chtěl mít výstavu, tak řeknou, co je to za neúspěšného člověka, který nemá za sebou galerii, čili nemáme zájem. A pouze vlastně úspěch se dostavuje pouze jakousi statistickou nehodou. Je voudrais dire aussi que je crois qu'il y a un grand problème côté tchèque et c'est nous n'avons pas réussi 20 ans, 25 ans après le changement, après la chute du régime communiste, à créer un véritable système de galeries commerciales, mais tel qu'on les connaît ici. Il y a un certain nombre de galeries mais qui ne fonctionnent pas du tout, qui ne sont pas des galeries, qui n'ont de galeries que le nom. Je crois que tout artiste a besoin d'un galeriste qui le soutient, véritablement. D'un galeriste ou dans un cas moins bon d'un agent, mais de quelqu'un qui le soutient véritablement, qui croit en lui et qui fait ce travail-là qui est important. Je crois qu'aujourd'hui, il y a à Prague 2 galeries seulement qui essaient d'avoir ce type de fonctionnement. Et ça a un impact tout à fait catastrophique justement sur la façon dont les artistes tchèques sont présentés ou plutôt ne sont pas présentés à l'étranger. Parmi les artistes que nous avons mentionnés, ceux qui ont eu du succès et qui ont un retentissement à l'étranger, comme par exemple Koudelka, sans doute un des plus connus, n'y sont parvenus que grâce à leurs propres efforts individuels, ce qui demande un travail extrêmement dur, extrêmement dur. Les centres culturels tchèques représentés ici par Michal Pospíšil aident les artistes tchèques, mais ce n'est pas leur rôle de les représenter commercialement à l'étranger. Ce n'est pas la même chose. Ils suppléent un manque en fait.
Et je dois dire que lorsque je me présente par exemple aux États-Unis, lorsqu'un artiste tchèque se présente aux États-Unis et essaie de démarcher pour organiser une exposition, et bien tout simplement cela fait mauvais effet de venir et le directeur du musée s'est dit mais qui est cet artiste qui n'a pas de galerie derrière lui, qui n'est pas soutenu, c'est probablement quelqu'un de totalement insignifiant et pas tout. J'aimerais ajouter quelque chose, c'est aussi, bon, comme disait Ivan Gava, il n'y a que 2 galeries qui disent de ce nom, mais il y en a, pourquoi? Puisque la majorité de galeries, non seulement à Prague, mais dans pratiquement la République tchèque, ce sont des galeries qui essayent de faire tout à la fois. Il n'y a aucune spécialisation, il n'y a pas comme en France ou ailleurs, des galeries qui ont, je ne sais pas, 5, 10 artistes et qui font, ou qui travaillent par genre. Et donc, c'est une sorte, on dit en tchèque, de goulash. Ils essayent de vendre, puisqu'ils ont besoin de gagner des sous. Ils n'ont pas beaucoup de soutien d'État ni rien, donc ils sont obligés de vendre et ils vendent n'importe quoi. Alors, un coup c'est la céramique, un coup c'est la photographie, un coup c'est la sculpture, un coup c'est autre chose, etc. Et déjà, donc, ces galeries-là ne peuvent pas se profiler pour devenir des galeries et avoir une position forte pour pouvoir participer aux salons internationaux, etc., etc. Il y a peut-être 1 ou 2 galeries, comme disait Ivan Gava, qui peuvent se permettre ou qui trouvent des moyens, je ne sais pas d'où exactement, des moyens pour participer par exemple, à une photo ou autre. Art Basel, etc. Il y en a très peu. À chaque fois quand je passe à Paris Photo tous les ans, je suis jaloux quand je vois les Hongrois, les Polonais, les Roumains et d'autres pays qui ont à peu près la même histoire que nous et qui ont leur galerie là. Alors qu'est-ce qui se passe? Qui finance ça? Et quand je pose la question, ce sont leurs ministères de la Culture qui leur donnent l'argent, ou en tout cas une grande partie. À des privés. Voilà. Et il n'y a pas de privé qui soit vraiment mécène pour faire. Il y en a aussi, mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y en a très peu. C'est pas guidage. Donc logiquement. Une différence aussi que j'ai pu constater, c'est que par rapport à Varsovie, il y a aussi des institutions, des musées, des centres d'art qui font connaître la photographie polonaise. Donc ça vient en complément comme en France. Ça vient en complément du réseau des galeries. Et je n'ai pas l'impression qu'en République tchèque, il y ait ces institutions. Ça, c'est tout à fait vrai. Et je dirais même que, par exemple, les Polonais, pour prendre cet exemple, il y a actuellement une membre du cabinet de la photographie au Centre Pompidou est une Polonaise. Gabrielle Lewandowski a travaillé. Et elle a passé un concours, elle l'a eu, et évidemment, ça aide énormément, puisque, bien sûr... Elle a fait un travail fantastique à Varsovie avant. Oui, tout à fait, son mari aussi, enfin bon, ne faisons pas l'éloge d'elle, mais c'est tout simplement de dire que déjà placer son homme, je dirais, à l'épicentre de la culture, donc là, effectivement, ça aide, puisque sa sensibilité est un peu différente de la sensibilité de n'importe quel commissaire français. Comme il n'y a pas de circuit sponsorisé par l'État, est-ce que Internet joue pour des photographes tchèques individuels pour se faire connaître ailleurs? Ou est-ce que le circuit Internet et le circuit galerie, il y a une grosse différence de génération? Ou je ne sais pas, d'autres choses qui feraient que Internet, on parle de marché mondialisé, permet justement de, en fait, d'atteindre n'importe qui a un ordinateur. Dans le cas de la photographie, contrairement à une peinture, est peut-être mieux adaptée. Et donc, ça ne fonctionne pas pour les jeunes photographes tchèques pour se faire connaître à l'étranger, se faire engager par des agences. Ça paraît pas si évident, en fait, parce qu'il faut quand même être accrédité, il faut quand même des garanties, et Internet, on est bien sur un marché. Et donc, qu'est-ce qui fait l'image de quelqu'un et la valeur de quelqu'un sur ce marché? Ce sont les galeries.
Donc comment, si ce n'est pas une galerie qui fait ce travail de promotion, et ce qu'on peut constater, je ne sais pas, enfin, Céline, pas sous ton contrôle, mais tu connais mieux que moi les galeries, actuellement le monde des galeries en France, je pense que ce sont elles qui déterminent effectivement finalement la cote des artistes en grande partie, et quand même une partie des cotes des artistes qui est le fait des galeries, quoi. Et les galeries et institutions ensemble, quoi. Et pour atteindre ces galeries, l'hameçon Internet ne fonctionne pas, parce qu'en Russie, ça marche très bien. Il y a un grand nombre de photographes amateurs qui, certains sont devenus, bon, je ne sais pas trop, hein, je ne sais pas si on peut appeler ça l'artisanat ou de l'art, mais qui, de photographes amateurs se sont retrouvés à faire des pages de Vogue ou de, je ne sais pas, donc à être des photographes, comme vous dites, accrédités. Alors peut-être pas par le monde artistique, mais à percer dans un domaine, dans un marché, parce qu'on parle de pognon, là on parle plus d'art tout à fait, et donc ils sont passés grâce à ce circuit Internet. Et il n'y a pas du tout la même chose qui se passe en République tchèque. Je ne sais pas si c'est vraiment le même niveau aussi, hein, François. Oui, je pense que là on dérive un peu. La question n'est pas comment gagner de l'argent avec la photo, c'est comment un artiste peut-il vivre de son travail. Et donc, par exemple, je pense qu'un quelqu'un comme Ivan sur Internet, c'est pas représentatif de son. C'est comme un peintre, je veux dire, comme vous l'avez dit vous-même. C'est pas parce qu'on va voir l'image d'une reproduction sur un écran d'ordinateur qu'on aura une idée juste de l'œuvre. C'est juste un rappel, si vous voulez, ou une évocation. Justement, je parlais d'Internet comme un hameçon qui permettait justement d'atteindre des gens de bon goût, donc qui sponsoriseraient un artiste, et donc l'amènerait dans le marché de l'art. Je pense que les galeries sont déjà très sollicitées. Et puis, c'est un métier, c'est-à-dire il y a des inégalités, je ne sais pas, justement, entre pays, entre galeries, etc. C'est un métier de promouvoir un artiste. Voilà, ce métier, je crois que... Ivan voulait ajouter quelque chose à l'instant. Já jsem chtěl vlastně potvrdit to, co teď Paličko padlo. Samozřejmě internet mnoha věcí může pomoct, ale je třeba si uvědomit, že internet přinesl miliony možností, ale taky to znamená, že na samou galerii se obrací miliony žádostí. A tím pádem se to úplně stejně všechno nivelizuje. Já jsem zažil řadu nabídek přes internet a mě někdy oslovil nějaký sběratel, ale to není systematický způsob existence a skutečně budovat důvěryhodnost pouze přes internet vlastně nejde, pouze doplňující moment. Mais je ne peux que compléter ce qui en fait a déjà été dit, c'est que Internet bien sûr peut aider et aide souvent, mais autant Internet nous a offert des millions de possibilités, autant en fait les galeries reçoivent des millions de sollicitations. Et il y a du coup une nivellisation qui a lieu en fait sur Internet. Internet ne suffit pas à vous donner une crédibilité suffisante, souvent. Et j'ai reçu, pour vous donner des exemples concrets, j'ai reçu des commandes par Internet, quelqu'un qui a vu mes œuvres sur Internet et sur la base de ce qu'il a vu m'a passé commande, ou des personnes qui ont souhaité acheter des photographies sur la base de ce qu'ils ont vu sur Internet. Mais ça reste quand même tellement ponctuel que ça ne suffit pas. Internet est un outil tout à fait précieux dans un second temps. Pak je tady problém jiný, jako český problém, ale světový problém, že než ten internet, nebo než se svět globalizoval, tak každé větší město mohlo mít svou operu. Ta opera měla svého velmi dobrého zpěváka. A země, jako je Francie, mohla mít mnoho oper, mohla mít mnoho zpěváků. Ale dneska, jak to vypadá? Zem má pouze jednu, dvě hyperstar, ty se uživí, mají 10krát větší honoráře než dřív, ale ty ostatní je proto mají 10krát menší. A výsledek je, že vlastně celá kultura nějakým způsobem klesá, protože se buduje jakýsi systém jenom pro hyperhvězdy a všichni ostatní musí vlastně odejít ze scény. To je vlastně velmi smutný důsledek globálního pohledu. Et il y a une autre chose, en fait, ce dont nous parlons là, maintenant ce n'est plus une problématique tchèque, c'est une problématique mondiale, bien sûr.
ce qu'il y avait avant, je dirais, la situation globale, la globalisation telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est que chaque grande ville pouvait avoir son opéra. Cet opéra avait son grand chanteur, deux chanteurs. Et dans le cas de la France, chaque ville avait son théâtre, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Chaque grand pays a son opéra et ses deux stars. Et tous les moyens financiers vont pour soutenir ces deux stars. Ces deux stars qui vont ensuite circuler dans d'autres pays, dans d'autres villes. Et des petits pays qui ont moins d'opéra auront logiquement moins, voire pas du tout de stars internationales. Et en quelque sorte, il y a quelque chose, il y a une espèce de déséquilibre beaucoup plus grand et beaucoup plus marqué qui s'installe de ce fait d'une ouverture mondiale. De la compétition. De la compétition et du soutien exagéré de superstars, entre guillemets. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une différence, un gouffre qui se crée finalement entre ces personnes qui sont extrêmement bien rémunérées, qui sont connues, extrêmement bien rémunérées et ensuite et aussi demandées par qui et les autres. Mais là, je crois que ça c'est quelque chose qui n'est pas propre à la photographie, qui n'est pas propre à l'art, qui n'est pas propre à l'opéra, qui est propre à tout. C'est-à-dire, finalement, regardez le jeu du football, hein. Ça suffit. Vous avez ça exactement. Ou l'université avec l'école d'excellence. Telle université sera l'école d'excellence pour ceci ou pour cela. Tout à fait. Et on est aujourd'hui en train d'entrer dans un monde de la concurrence et de cette concurrence qui est absolument féroce. C'est-à-dire que 2 ou 3 surnagent et c'est absolument, et ce sont les seuls. Et le problème c'est qu'on a promis en quelque sorte à tous la possibilité d'être un jour cette star. Mais effectivement, je pense qu'il faut, et on fait à l'intérieur des écoles d'art, là je fais une grosse critique des écoles d'art, c'est que tout simplement on met en place une professionnalisation avant de faire justement des artistes. On est dans quelque chose qui est de la communication autour d'un travail, au lieu d'aller véritablement sur le fond même du travail artistique. Et finalement, ce qu'on demande à un artiste, c'est pas de faire son site internet, c'est pas de faire un book, c'est d'abord d'être un artiste. C'est d'abord d'avoir un travail qui se tienne, c'est-à-dire d'abord d'avoir un travail qui ait véritablement quelque chose à dire, à nous dire, de sorte que nous ayons aussi, que nous retirions quelque chose de ce travail. Ce matin, il va me parler de questions, c'est-à-dire que chaque œuvre doit nous questionner, chaque œuvre doit être une énigme. Ce sont les termes que j'utiliserai pour ça. Je pense que c'est ça d'abord qui doit se mettre en place. Et j'ai l'impression qu'on est aujourd'hui dans une très forte dérive, et qui est une dérive qui n'est pas forcément une dérive artistique, qui est une dérive finalement de notre société entière. Et nous avons perdu aussi un certain nombre de choses. Et le Dieu est mort, dit Nietzsche, mais notre Dieu, il est de nouveau vivant, il est de nouveau vivant dans l'économie, c'est tout. Já jsem učil 2 roky nebo 3 roky na umělecké škole, jsem vedl ateliér fotografie a vždycky jsem říkal studentům, že samozřejmě umělec může zbohatnout, ale smyslem umělce není zbohatnout. Pokud ta první idea bude bohatství, tak je to cesta do pekel, protože to se povede skutečně jenom několika málo. A umělcem znamená umět žít v té existenci, která vás prostě potká. A ta může být úspěšná i neúspěšná. A je fakt, že mnoho velmi kvalitních umělců, kteří by měli nárok být skutečnými hvězdami, tak v podstatě vůbec nedokážou třeba odolat tomu obrovskému tlaku konkurence. Umět se usmívat na správných místech, prostě být takzvanými profesionály. A proto jakoby bohužel neexistují. Ale pak to má někdo, kdo vykoná tuto práci za ně a bohužel. J'ai enseigné brièvement à une école d'art où je dirigeais l'atelier de photographie.
photographie, et c'est une des premières choses que je disais à mes étudiants à chaque fois, c'est que dans le domaine de l'art, il est possible de devenir riche, mais il va de soi que ce n'est pas un objectif. C'est au contraire, c'est bien sûr un chemin qui vous mène en enfer, en fait, bien souvent. Ce n'est quelque chose qui ne peut, que seuls quelques individus choisis peuvent avoir par pour des raisons diverses. L'artiste, en fait, le mot tchèque étymologiquement vient du verbe savoir faire quelque chose. Je crois que c'est quelqu'un qui, avant tout, doit savoir faire face aux situations qu'il rencontre, que ce soit le succès ou l'absence de succès. Et bien sûr, on peut, c'est pas compliqué d'apprendre quelles sont les habitudes à apprendre pour essayer d'avoir du succès, c'est sourire quand il faut sourire aux bons endroits, envers les bonnes personnes, mais à quel prix et bien évidemment, souvent lorsqu'on emprunte cette route-là, on se retrouve sous une pression telle qu'il est extrêmement difficile de garder son intégrité d'artiste dans sa propre création. C'est pourquoi je mets encore une fois l'accent sur le fait que ce sont d'autres qui devraient faire ce travail à votre place. Jenom krátký dodatek. Když někdy už je situace příliš těžká, tak je vždycky potřeba si uvědomit, že žijeme v strašně bohaté společnosti a máme se všichni strašně dobře. Et il me faut encore souligner une chose, lorsque nous menons ce genre de débat et nous déplorons la situation tragique dans laquelle nous nous trouvons, il faut quand même nous souvenir du fait que nous vivons dans des sociétés extrêmement riches et que nous nous portons extrêmement bien. Est-ce que vous voulez dire par là qu'a priori, à part quelques élus, le seul artiste est l'amateur, puisqu'il n'est pas dépendant de courant, il n'est pas forcé de séduire, il n'est pas forcé, il peut continuer un travail. Est-ce que c'est ce que vous souhaiteriez juste? Permet de répondre, je donne une petite réponse aussi de chacun, parce que je crois qu'on peut donner tous notre point de vue sur la question. Mais moi je rejoindrais assez un petit peu ce que moi j'ai compris de la démarche d'Ivan, c'est-à-dire s'il y a une démarche, disons, spirituelle dans l'art, elle peut être individuelle dans ce sens-là, c'est-à-dire la création en partie devient effectivement un processus d'artisan aussi, de savoir-faire dans un domaine qui peut être aussi quelque chose qui peut être mis en commun. C'est-à-dire, il peut y avoir des créations collectives, peut-être, à partir de savoir-faire. Je pense que le monde de la création est en train d'être totalement révolutionné par le mode de production autour de nous, et que ce n'est pas nécessairement que la création passera peut-être plus exactement par les artistes stars, tels que c'est actuellement le cas à force, quoi. Ceux qui pourront totalement se consacrer à l'art. Peut-être faut-il simplement un meilleur mode de vie qui permette à des gens d'avoir une activité réellement artistique, pas un hobby ni quelque chose de réducteur, mais d'avoir une partie de création dans leur vie pour ceux qui le souhaitent, qui veulent effectivement, si on considère que c'est effectivement, si je définis l'art plutôt comme effectivement une démarche spirituelle. Voilà, c'était un point de vue, mais non, je passerai peut-être, François, tu voudrais dire quelque chose à ce propos? Peut-être, il faut faire attention parce que c'est une question qui pourrait nous occuper jusqu'à 20h. Oui, non, je crois que... En deux mots, on va peut-être conclure là, dire la conclusion, c'est qu'il faut trouver, et ça c'est vrai pour, tu disais que ce dont tu parlais, c'est pas seulement l'art, c'est toute notre vie, si tu veux, toute notre vie, maintenant, essayer de trouver des économies qui ne passent pas par le système du marché. C'est-à-dire que peu à peu, l'art, comme le reste, devient le royaume de la marchandise, ne va pas fonctionner selon les règles de la spéculation, c'est les règles de la finance. J'achète ça parce que je pense que je vais pouvoir le vendre beaucoup plus cher. Si j'ai un copain qui est commissaire d'exposition ou qui dirige le château de Versailles, par exemple, et puis qui a une magnifique galerie sur la lagune à Venise, etc., on va faire monter la cote. Bon, il faut sortir de là. Il faut trouver des économies. Parce que la plupart des artistes, les artistes dignes de ce nom, ils ne sont pas là pour se faire du fric. Ils sont là pour juste pouvoir travailler.
avoir les ressources pour pouvoir travailler. C'est tout. Ils se foutent après, enfin, il me semble, ils se foutent un peu. Il faut prendre des distances par rapport à la cote. C'est pas parce que ma cote va monter que je suis un meilleur artiste. Juste, je voudrais vivre de mon travail. Il faut imaginer, et c'est vrai pour les artistes, et puis c'est vrai maintenant aussi pour les centres d'art, il faut trouver des économies. Parce que, quand je dis économie, c'est des moyens, inventer des moyens de pouvoir vivre, avoir les ressources matérielles, sans être dépendant trop, ni du marché, ni des subventions, puisque les subventions sont retirées aussi. Donc, il y a du boulot. On passe. Oui, je me suis rappelé un exemple relativement récent qui confirme tout ce que disait Ivan Ingava, c'est l'importance d'un bon agent. Cet exemple est une photographe américaine qui s'appelle Viviane Mayer, qui était, vous connaissez certainement Viviane Mayer, une grande photographe qui était totalement inconnue jusqu'au, je synthétise, jusqu'au moment où quelqu'un a trouvé une valise pleine de négatifs et qui en a fait la star une vingtaine d'années après sa mort. Oh non. Non, je crois 2 ans après. 2 ans. C'est pas grave. Mais on s'applique. Mais ça, c'est un mauvais exemple. Mais c'est un exemple, un mauvais exemple. Bon, pour des raisons qu'on connaît, mais c'est pas grave. Mais les 2 exemples sont des bons exemples de combien le métier d'agent est important dans la vie d'un artiste d'abord, mais aussi dans l'économie et dans la notoriété d'une culture qui peut pénétrer d'autres cultures. Oui, pour les collectivités. Voilà. Effectivement, si on invente d'autres modes de production, etc. Voilà. Michel, vous voulez ajouter un mot? Non, on est parti. Já bych možná jenom krátce se vrátil k tomu vašemu dotazu, zda být s tím amatérem je nejlepší. Možná, že ano, v tom absolutním hledisku, ale ono těch způsobů je asi mnohem víc, jak existovat. Ale já si prostě myslím, že v současné době k práci umělce patří dělat to dílo a vedle toho musí prostě neustále pěstovat nějakou svou vlastní citlivost k tomu, aby dokázal ve správný čas rozpoznat, když se něco děje špatným způsobem. On je to totiž strašně individuální moment a každý má někde jinde, ale věřím, že každý přesně pozná tu hranici, kde jakoby překročí jistou čáru a začne se propadat do něčeho, co už je špinavý. A tím nechci říct, že je špinavý mít 1 milion nebo 20 milionů. Někdy to může být špinavý mít 10 000 a obráceně. Ale každý má nějakou hranici, kde ví, že se prostě přizpůsobil něčemu a že dělá něco, co je špatné. A to si myslím, z hlediska toho umělce je důležitější než cokoliv jiného. Je vais peut-être reprendre parce que c'est une idée importante, ce que vous avez dit par rapport à l'amateur, l'amateur qui essaie de faire une création. Peut-être que vous avez raison, à un niveau absolu, oui, le mieux serait d'être un amateur qui crée indépendamment de tous ces systèmes. Mais il y a bien sûr beaucoup de formes différentes en fait, de créer, de modalités différentes. Mais je crois que ce qui est important, et en ce sens je vous rejoins, c'est que le premier souci d'un artiste devrait être de faire son travail, de créer. Et pas seulement de faire son travail, ça c'est une chose, mais aussi de travailler sur lui-même dans le sens d'une sensibilité et d'une capacité à faire la part des choses, à dissocier le bien du mal, dit de façon très simple. Chacun a cette sensibilité envers les frontières, chacun les a, la frontière se situe un peu ailleurs, mais on le sent quelque part, et il faut s'entraîner à ne pas perdre cette sensibilité lorsque on s'est compromis, lorsqu'on est allé trop loin dans les compromis qu'on accepte de faire. Et ça ne veut pas dire que gagner 1 million d'euros est un compromis, et ça ne veut pas, parfois en gagner 1000 ou 10 000 peut en être. Ça ne dépend pas en fait de la richesse. Le problème est ailleurs. Je voudrais encore, Yann, tu voulais ajouter quelque chose?
chose sur la fin de la discussion? Musíte k tomuhle poslednímu tématu? Oui, c'est le dernier tour de table. Tu avais encore quelque chose sur ton avis sur l'artiste. Alors j'ai dit le galeriste et le marché de l'art. Já bych vám rád hrozně rád poděkoval za možnost tady být, hrozně příjemný, veselý, jako tady dodávat nějakou konkrétní glosu. Je ne vais peut-être pas ajouter de nouvelles impulsions, mais je tiens encore une fois à vous remercier beaucoup de nous avoir invités. Merci à vous pour tous participer. Et à ce Tania. Et au prochain rendez-vous. Je pense que cette exposition aura un bon succès. Et vous le saurez par la presse, je pense. Merci. Merci. Merci.